Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette magnifique médiathèque. Donc merci à nos partenaires la médiathèque Émile Zola. Et très heureuse d'accueillir Monsieur Fraîche aujourd'hui. Alors, ce que vous ne savez pas, Monsieur Fraîche, c'est que avant votre venue, j'avais organisé un petit jeu pour faire deviner quel est le sinologue, auteur spécialisé quand même de la Chine, pas uniquement, mais de la Chine. Et pas mal de réponses, pas mal de gens ont trouvé juste, et certains ont été assez amusés par l'homonymie du nom, puisque effectivement ça s'écrit pas pareil, mais effectivement c'est Georges Frêche qui avait initié ce jumelage entre Montpellier et Chengdu, et on fête cette année le 40e anniversaire, même si techniquement c'est plutôt le 41e anniversaire. Comme ça vous a pas échappé à cause du Covid. Donc aujourd'hui, ça sera le dernier événement dans le cadre du jumelage. Et pourquoi José Frêche, outre vraiment sa renommée pour ses ouvrages, pour ses différents postes, notamment au musée Guimet, pour son engagement pour l'exposition, mais aussi parce qu'il a écrit un ouvrage qui parle on va dire que c'est vraiment le symbole fort de la Chine, mais particulièrement du Sichuan, puisque José Frêche a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Père David, le Panda et l'impératrice, et que je trouvais que c'était une bonne façon de boucler la boucle. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Frêche, parce que vous êtes venu pour lui. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous souhaite une excellente rencontre. Merci. D'abord, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus, malgré la pluie, et également pour ces mots d'introduction qui me touchent. Effectivement, je suis un homonyme de l'ancien maire de Montpellier que j'ai bien connu et avec lequel j'ai eu souvent l'occasion de parler, justement d'ailleurs de la Chine, car c'était un homme qui était, vous le savez, passionné d'histoire, mais pas uniquement d'histoire romaine et grecque qui était sa formation, mais également de l'histoire de la Chine, à laquelle il était arrivé par le maoïsme, hein, parce qu'il avait milité à l'époque, dans les années 1960, au parti maoïste. Ce qui n'est pas mon cas, je vous rassure tout de suite. Bon. Effectivement, je vais d'abord vous parler de l'impératrice, du Père David, l'impératrice et le panda, qui est un livre un roman que j'ai écrit à partir de cette histoire tout à fait extraordinaire, qui est un exemple des relations qui existent et qui continuent à exister entre la France et la Chine, qui sont deux entités, ou deux pays, si vous voulez, qui ont toujours eu des relations assez particulières dans l'histoire. Par exemple, vous savez sans doute que Louis XIV et l'empereur Kangxi étaient en relation, que l'empereur Kangxi était fasciné par Versailles, et que le palais d'été qui a été construit par les empereurs de Chine à côté de Pékin et qui a été dévasté par le corps expéditionnaire franco-britannique en 1862, était bâti un petit peu justement sur le modèle du château de Versailles et de ses jardins. Ensuite, il y a eu d'autres relations entre la France et la Chine, en particulier le fait qu'un certain nombre de dirigeants chinois ont été formés en France, à commencer par Deng Xiaoping, qui a été ouvrier dans une usine du centre de la France. Et auparavant, il y avait justement un lazariste français, le père Armand David, donc un missionnaire, qui a découvert dans une région à 300 km environ au nord de Chengdu, au Sichuan,
le panda géant, qu'il a publié et qui, grâce à ce religieux, à ce père missionnaire, a échappé probablement à l'extermination, parce que quand il a découvert cet animal, un chasseur lui avait apporté la dépouille d'un panda, parce que les habitants de la région où l'animal a été découvert, qui n'étaient pas d'ailleurs des Han, hein, qui n'étaient pas l'ethnie majoritaire chinoise, mais une ethnie plus montagnarde, eux, ils chassaient le panda pour sa fourrure. Bon. Et comme vous le savez, le panda est un animal qui se reproduit très difficilement. C'est un animal qui est finalement assez peu mobile et donc qui est facile à tuer. En plus, il est noir et blanc, donc dans une zone de bambou, on le voit très facilement. Il n'a pas de camouflage. Et donc on peut dire, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, mais les autorités chinoises célèbrent encore aujourd'hui le père Armand David comme étant le personnage, enfin le scientifique, puisque c'était un naturaliste, c'était quelqu'un qui avait une très grande connaissance de la flore et de la faune. Et d'ailleurs, lorsqu'il était allé au Sichuan pour des raisons d'évangélisation, il avait une mission du Muséum d'histoire naturelle de Paris qui lui avait demandé de faire un récollement justement de toutes les espèces animales et végétales qu'il trouverait. Bon. Et c'est à ce titre-là qu'il a envoyé la dépouille de ce panda au Muséum d'histoire naturelle à Paris, et qu'ensuite il l'a publié, et que par conséquent le panda géant a été défini comme un mammifère. Très longtemps, on n'a pas su si c'était dans la famille des ursidés ou pas, et finalement, sur un plan génétique, il a été établi que c'était un animal de la famille des ursidés, et donc c'est grâce au père Armand David que le panda géant est devenu non seulement l'emblème de la biodiversité, et notamment du WWF, mais également l'animal symbole de la Chine d'aujourd'hui, puisque vous le savez, il y a depuis les années 60, la fin des années 60, ce qu'on appelle la diplomatie du panda, qui fait que lorsque la Chine veut honorer un pays qu'elle considère comme un pays avec lequel elle doit avoir des relations diplomatiques, elle met à disposition de ce pays des pandas qui ne sont pas donnés, hein, donc elle les prête. Et ces pandas, ensuite, souvent sont des couples. Bon, et vous savez qu'il y a eu encore en France récemment, il y a le couple de pandas du zoo de Beauval qui a mis au monde justement deux petits pandas, je crois, ou plusieurs. Enfin, et une fois que ces petits pandas auront atteint un âge adulte, ils seront envoyés en Chine. Donc vous avez la diplomatie du panda. Et lorsque moi j'ai eu l'occasion de visiter le village où le père David a trouvé le panda géant, j'y suis allé il y a une dizaine d'années, j'ai été reçu en grande pompe par le secrétaire du Parti communiste du village, c'est-à-dire l'équivalent du sous-préfet, et dans ce village, à côté duquel il y a une réserve de pandas géants, avec en particulier une clinique qui permet de suivre, de faire les inséminations artificielles sur les femelles pandas, parce que, encore une fois, la femelle est féconde sur un laps de temps extrêmement court, donc très souvent, on a recours à l'insémination artificielle parce que le mâle n'a pas envie à ce moment-là, puisque c'est un animal qui, de ce point de vue-là, est paresseux, il n'a pas forcément envie de se reproduire. Et donc moi j'ai découvert donc cette réserve de pandas, et à côté de cette réserve, donc dans le village, il y a un musée à la gloire du père Armand David, avec les photos de ce personnage, des écrits qui racontent un peu sa vie, et donc c'est vraiment considéré, ce religieux est considéré par les autorités chinoises comme celui qui a permis au panda géant de survivre. Donc j'ai voulu raconter, alors j'ai romancé effectivement dans le livre dont Madame Prigoul vous a
vous a donné le titre. J'ai un peu modifié la vie du père Armand David pour donner à cette aventure un côté romanesque. Hein. Et ce que j'ai trouvé, ce que j'ai voulu le faire pour à la fois faire connaître le père Armand David, faire connaître le fait que c'est grâce à lui que le panda géant a été découvert, et puis également pour permettre à mes lecteurs une réflexion sur la prise de conscience de ce qu'est la nécessaire conservation de la biodiversité, parce que cette découverte a été faite en 1869, donc à la fin dans le dernier tiers du 19e siècle. 6 ans auparavant, ou plutôt 7 ans auparavant, le palais d'été avait été incendié, donc la Chine sortait des 3 guerres de l'opium totalement humiliée par les puissances occidentales, avec ces puissances ayant établi des zones d'extraterritorialité à Canton, à Shanghai, à Tianjin, c'est-à-dire dans des grandes villes portuaires où les autorités chinoises pratiquement n'avaient pas la possibilité d'aller. Donc la Chine était à ce moment-là, avait été, il faut le dire, partiellement colonisée par l'Occident. Et c'est là où l'histoire est toujours extrêmement complexe. C'est parce que, justement, les autorités chinoises avaient été défaites après la guerre de l'opium qu'elles avaient accepté que les missionnaires occidentaux reviennent en Chine. Parce que dans les années 1850, c'est-à-dire un peu avant les guerres de l'opium, les missionnaires avaient été déclarés persona non grata par les autorités chinoises. Donc il y a eu la guerre de l'opium, donc la défaite les guerres de l'opium, la défaite de la Chine. Ça permet à des religieux occidentaux d'aller en Chine pour des raisons religieuses, pour évangéliser les Chinois, et en particulier le père David, qui lui est envoyé, après avoir été en Mongolie intérieure, du côté de Pékin, il est finalement envoyé au Sichuan, et là, il fait la découverte du panda géant, et le panda géant va devenir l'emblème des autorités communistes chinoises d'aujourd'hui. Donc vous voyez, ça c'est l'histoire, hein. L'histoire est toujours quelque chose d'extrêmement complexe, et finalement, des éléments qui paraissent négatifs au début peuvent avoir des aspects positifs. C'est comme une espèce de long chapelet, vous savez, qui s'entremêlent, et au fond, on ne peut en avoir une vision, je dirais, à la fois synthétique et puis peut-être un peu objective que lorsque un certain nombre d'années ont passé. Vous voyez, donc aujourd'hui, on est en 2022, et donc ce qui s'est passé dans les années 1850-1870 nous apparaît évidemment comme quelque chose de tout à fait différent par rapport à ce qu'on aurait pu dire il y a 50 ans des mêmes événements. Vous voyez, bon. Donc ça, c'est le contexte du roman que j'ai écrit au sujet du panda géant. Alors quel était maintenant le contexte de cette découverte du panda géant? J'en ai dit un mot, mais je vais approfondir un petit peu mon propos là-dessus. D'abord, qu'est-ce qu'était la Chine dans les années 1870 ou autour? Alors c'était un empire qui était en fin de course, en fin de règne, avec une dynastie qui était la dynastie des Qing, donc une dynastie mandchoue, qui était considérée par les Han, puisque vous savez que les Han forment à peu près plus de 90% de la population de la Chine depuis des millénaires. Bon. Et donc, de temps à autre, la Chine a eu des empereurs Han, mais il est arrivé que d'autres ethnies arrivent à prendre le pouvoir et qu'il y ait des empereurs qui arrivent au pouvoir sans être d'origine Han. Donc il y a toujours eu comme ça en Chine un aller-retour entre ce qui se passe à l'intérieur de la Grande Muraille, donc en gros ce sont les Han, et à l'extérieur de la Grande Muraille, vous avez les steppes, et donc vous avez des populations nomades d'éleveurs, et qui sont par exemple les Mongols, qui à un moment donné sont devenus empereurs
avec la dynastie des Yuan. Et puis ensuite, vous avez les Mandchous qui ont réussi à conquérir Pékin et à établir leur règne impérial sur l'ensemble de la Chine. Et donc, c'est la dynastie des Qing. Comme toujours en Chine, qui cultive un système pyramidal d'autorité. Donc la Chine a toujours été, sur un plan de l'organisation sociale et politique, une pyramide avec un grand chef tout en haut et puis tout le monde qui doit obéir à partir de ce grand chef. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce que la Chine a toujours été, au fond, sous l'emprise d'un régime qu'on peut qualifier de dictatorial depuis les origines. Quelque chose qui d'ailleurs a été codifié très tôt par des philosophes, par un système de pensée en Chine qu'on appelle le légisme, dont vous avez peut-être entendu parler. Le légisme, c'est la soumission à la loi. Et donc il y a des théoriciens du légisme, bien avant Jésus-Christ, qui ont justement théorisé la suprématie de la règle collective sur l'individu et la soumission à la loi avec un système d'autorisation et si on n'est pas autorisé à faire quelque chose, il y a une peine qui se déclenche. Donc un système extrêmement dur. Et il est évident que c'est lié à la démographie, parce que la Chine a toujours été le pays le plus peuplé du monde, depuis les origines, sinon ça ne serait pas le cas aujourd'hui, même si aujourd'hui, avec ce qui est arrivé il y a une trentaine d'années avec l'enfant unique, cette croissance démographique naturelle a été brisée par les autorités, mais on peut le dire encore jusqu'à aujourd'hui, la Chine est le pays le plus peuplé du monde, même si l'Inde est en passe de la rattraper et que dans 20 ou 30 ans, d'après les démographes, l'Inde aura dépassé la Chine parce que justement la population de la Chine est en train de vieillir à cause de l'enfant unique qui a été rendu obligatoire. Et ensuite, aujourd'hui, les autorités chinoises sont bien embêtées de l'évolution démographique de la Chine parce qu'évidemment, si le pays continue à vieillir, il va se retrouver sur le même genre de tangente de direction que le Japon, c'est-à-dire avec une proportion de personnes âgées beaucoup trop importante par rapport aux actifs. Et donc, depuis quelques années, les autorités chinoises, là je fais une parenthèse, ont supprimé l'interdiction d'avoir plus d'un enfant, et même, donc les Chinois peuvent avoir plus d'enfants qu'un seul, et même aujourd'hui, depuis 3 ans, ils sont encouragés à en avoir plus. Le seul problème, c'est que la population chinoise n'a aucune envie de faire plus d'un enfant, parce que éduquer un enfant en Chine, ça coûte très cher, puisque comme en Corée ou comme au Japon, les familles sont obligées de payer des cours supplémentaires le soir dès l'âge de 8 ans. Hein. Les enfants vont à une école privée le soir de cours supplémentaires parce qu'on les programme pour le passage à l'université qui est extrêmement sélectif en Chine, comme en Corée ou au Japon. Et donc, pour qu'ils rentrent à l'université et qu'ils espèrent avoir un diplôme, il faut qu'ils aient une moyenne tout à fait exceptionnelle. Et donc, ça suppose absolument de leur donner des cours supplémentaires qui sont extrêmement chers. Et d'ailleurs, il y a 2 ans ou 1 an et demi, Xi Jinping et son gouvernement ont, du jour au lendemain, interdit, il y avait des entreprises qui donnaient ces cours, et donc il y avait des millions d'élèves. Hein. Donc c'était des entreprises qui étaient devenues très importantes et dont certaines avaient été cotées à la bourse de New York. Du jour au lendemain, le gouvernement a dit « terminé,
on ne peut plus faire du profit en donnant des cours à des petits-enfants, et donc les entreprises, maintenant, vous arrêtez immédiatement votre activité. Et donc il y a eu comme ça des milliers, des milliers, des centaines de milliers de professeurs de ces écoles privées qui ont été du jour au lendemain, qui se sont retrouvés au chômage. Non, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le gouvernement voudrait que la démographie chinoise reparte, mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué d'obliger les gens. Vous ne pouvez pas obliger, en tout cas au stade actuel, le Parti communiste chinois ne l'a pas fait, ou a considéré que ce n'était pas pertinent, que d'obliger les familles à avoir 2 enfants ou 3 enfants. Mais je pense que d'ailleurs que s'ils édictaient une règle comme ça, elle ne serait pas suivie de toute façon. Je referme la parenthèse. Donc la Chine a toujours été le pays, jusqu'à une date récente, le plus peuplé du monde, et on peut très bien, on comprend très bien que mettons 300 ou 400 ans avant Jésus-Christ, pour organiser la société qui était déjà extrêmement nombreuse, pour que les gens aient de quoi manger, qu'il n'y ait pas de guerre civile, de gens qui se battent pour survivre, il faut organiser les choses d'une manière très, très autocratique, en bannissant toute velléité démocratique. Et donc c'est pour ça que dans cette société extrêmement nombreuse, le parti a été pris d'organiser la société de manière pyramidale. Et donc vous avez eu très rapidement un empereur, un système administratif très ancien, qui est le plus ancien du monde, avec des concours, les fameux mandarins. Donc une société où on lève l'impôt, une société où vous avez des gens qui cultivent la terre, qui nourrissent la population, des soldats qui défendent contre les incursions extérieures, et donc une société extrêmement organisée, très hiérarchisée, avec en plus un système d'écriture qui conforte justement cette organisation pyramidale, puisque vous le savez, les Chinois n'ont jamais connu l'alphabet, et donc eux sont restés aux idéogrammes. Ils n'ont même pas mis en place ce qu'ont mis en place les populations du Moyen-Orient, qui avec le rébus ont permis de passer des hiéroglyphes à l'alphabet. Vous savez, ça c'est ce qui s'est fait. Bon, en Chine, ça n'a pas été fait, alors que ça aurait pu être fait. Mais je pense que ça n'a pas été fait de façon délibérée, parce qu'à partir du moment où vous avez des idéogrammes pour lire et pour écrire, c'est beaucoup plus difficile. Il faut apprendre à lire et à écrire, et en particulier écrire, c'est dessiner, puisque un idéogramme, c'est un dessin, ça n'est pas un signe que quelqu'un de maladroit ne peut pas écrire un idéogramme, donc il faut apprendre à dessiner un idéogramme, et donc il y a une barrière de la langue écrite qui est justement réservée aux mandarins et à ceux qui savent et qui dirigent la société. Le reste de la population, elle, se contentant de la langue orale. Et donc ce système d'idéogramme a été mis en place justement pour permettre à cette société pyramidale de fonctionner et empêcher que les gens qui ne sont pas autorisés à penser, puisque quand même la pensée c'est par l'écrit qu'on peut théoriser sa pensée, et donc il faut empêcher la masse des individus du bas de la pyramide de bouger, d'essayer de remettre en cause le système, voire de monter au-dessus de la pyramide, encore que il y a une façon de le faire, c'est par la méritocratie, et donc ils ont mis en place, et ça c'est tout à fait étonnant aussi, le système des concours des mandarins, et donc vous aviez les petits Chinois qui étaient particulièrement doués, eux, pouvaient apprendre à écrire. Lorsqu'ils apprenaient à écrire et à lire, ils pouvaient lire les textes classiques, Confucius, Lao Tzu, l'histoire des dynasties, etc. Et ça, c'était les matières qui permettaient de sélectionner les mandarins et les concours mandarinaux avec plusieurs grades, plusieurs échelons. Et donc, il y avait comme ça un système méritocratique, même s'il était quand même beaucoup plus fermé
qu'on le dit, parce que c'était souvent des fils de mandarins qui étaient eux-mêmes, qui devenaient, qui réussissaient au concours mandarinaux, un peu comme c'est le cas aujourd'hui en France, hein, où effectivement le système méritocratique français, toutes les statistiques montrent qu'aujourd'hui, ceux qui réussissent sont quand même plus les enfants de la classe supérieure ou les fils de profs, etc., que les enfants d'ouvriers, alors qu'il y a 40 ans, vous aviez des enfants d'ouvriers, voire des enfants de paysans comme Pompidou qui rentraient à l'école normale supérieure. Hein. Donc vous voyez, et tout ça pour vous dire que finalement toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, évoluent un petit peu de la même façon. Mais que la spécificité de la société chinoise, à cause de sa démographie, c'est ce système pyramidal extrêmement rigide. Bon. Deuxième élément du contexte dans lequel le père David a fait sa découverte, c'est donc le déclin de l'Empire et l'incapacité de cet empire à gérer sa relation avec l'extérieur et en particulier avec les puissances occidentales. Alors certes, à l'époque, nous autres occidentaux, voilà, je parle en tant que Français, et également les Anglais étaient dans ce cas-là, nous étions des puissances coloniales. Nous étions des puissances coloniales, donc nous considérions que dans un certain, que nous étions supérieurs au reste de l'humanité, et donc que ça nous donnait le droit d'intervenir en Indochine, en Afrique du Nord, pour des raisons que nous considérions comme nobles, hein, puisque n'oublions pas par exemple que Jules Ferry était partisan de la colonisation du Tonkin, hein, bon, ou parce qu'on apportait la civilisation, nous n'avions pas uniquement une volonté de prédation. Hein. Nous n'avons pas fait la colonisation pour nous arroger uniquement des ressources naturelles ou autres. Hein. Bon. Nous l'avons fait pour des raisons culturelles, parce que nous considérions que nous étions supérieurs, et donc nous sommes allés en Chine avec les Anglais, et nous avons pris un certain nombre nous avons aidé les Anglais à libérer les ports chinois, parce que les autorités chinoises refusaient que les Anglais puissent introduire l'opium qu'ils produisaient en Inde en Chine. Donc en gros, les Anglais voulaient empoisonner les Chinois avec leur opium. Les autorités chinoises, elles n'avaient pas envie, non pas tant de ne pas empoisonner leur population, mais ce qui les gênait, c'était que c'était des marchandises qui étaient plutôt un produit qui venait de l'Inde, alors qu'il y avait de l'opium en Chine, et elles ne voulaient pas que, je parle des autorités, elles ne voulaient pas que ce soit les Anglais qui profitent de la situation, et donc c'était pour ces raisons-là aussi qu'il y a eu cette guerre de l'opium. Cette guerre de l'opium, ensuite, par rapport à ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, la Chine comptait déjà plusieurs centaines de millions d'habitants, donc c'était déjà un pays immense, avec une armée, des armées qui comptaient plusieurs millions de soldats. Et alors la question, c'est comment ça se fait qu'un pays aussi important, avec des armées aussi nombreuses, ait capitulé, parce que ça a été une capitulation en rase campagne, devant un corps expéditionnaire franco-anglais, celui de la guerre de l'opium, qui a ensuite été rejoint par quelques troupes américaines qui se sont jointes aux Occidentaux, mais qui comportaient des bateaux, disons entre 10 et 20 000 soldats sur des bateaux, donc c'était rien au niveau quantitatif par rapport à l'énorme puissance potentielle de la Chine. Et alors c'est là qu'il faut dire un mot du problème de la relation entre la Chine et le monde extérieur, qui ensuite nous amènera d'ailleurs à parler du problème de la Chine d'aujourd'hui, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, en 2022, si on ne comprend pas ce qui s'est passé avant et quelle est justement la difficulté de la Chine à appréhender le monde extérieur. La Chine, vous le savez, elle s'est construite à l'abri de ce qu'on appelle la Grande Muraille. Et donc,
lorsque la Chine s'est constituée avec cette population Han extrêmement nombreuse par rapport justement aux populations environnantes, population très organisée et donc qui très rapidement accumule les richesses. Parce que si vous êtes bien organisé et que tout le monde mange à sa faim, eh ben, petit à petit, la société devient plus riche. Elle n'est pas uniquement dans une logique de subsistance. Donc on développe des activités annexes. Et en gros, la société s'enrichit. Et quand la société s'enrichit, elle devient la proie potentielle des populations qui sont autour, qui, elles, sont des populations beaucoup plus rustiques, qui ont faim, qui ont des chevaux. À l'époque, c'était des populations nomades de la steppe qui avaient des chevaux, et qui étaient en gros, qui étaient rustiques et qui avaient une mentalité prédatrice. Et donc, pour protéger la société Han, les Chinois ont construit cette grande muraille, et donc ils ont, entre guillemets, sanctuarisé leur territoire, mais également leur civilisation. Et donc, très longtemps, la Chine s'est développée, se considérant, la Chine, en chinois, ça se dit Chunkuo, c'est le centre du monde. Et donc, pour un Chinois, la Chine, et je crois que pour Xi Jinping et les Chinois d'aujourd'hui, et l'immense majorité des Chinois, la Chine est le centre du monde. Bon. Et donc ce qui se passe autour, c'est beaucoup moins important que ce qui se passe au centre. Et donc la Chine s'est développée à l'intérieur de cette grande muraille. Et quand vous avez une grande muraille qui est quand même relativement étanche, à la fois ça vous protège de l'extérieur, mais ça vous interdit à vous aussi d'aller à l'extérieur, puisque vous restez en gros dans votre zone, certes d'aucuns diraient zone de confort, ou en tout cas territoire que vous maîtrisez. Bon. Et d'ailleurs, j'ouvre ici une parenthèse, il faut quand même, la conséquence de ça, c'est que vous avez une civilisation ou un pays qui a une mentalité totalement différente depuis très longtemps, c'est la Russie. La Russie, elle s'est toujours projetée, les tsars, ils se sont toujours projetés avec une population beaucoup moins nombreuse, ils se sont toujours projetés très très loin de leur base. Bon. Et donc aujourd'hui, vous avez une Sibérie qui jouxte la Chine et qui est pratiquement avec une population, une densité de population infime et une population vieillissante. Et on peut se demander pourquoi les Chinois, il y a un siècle ou deux, n'ont pas mis la main sur la Sibérie, parce que ça aurait été beaucoup plus facile, en tout cas de faire partir les armées des tsars, de les repousser, mais parce que ça ne leur est pas venu à l'esprit. Ça ne leur est pas venu à l'esprit, puisque ils sont au centre du monde, à l'intérieur de leur grande muraille, et donc ce qui se passe à l'extérieur, à la limite, peu leur en chaud. Ça ne les préoccupe pas. Une fois que je vous ai dit ça, ça explique le fait que lorsque les armées occidentales, puisque là on va revenir aux années 1860, sont arrivées avec le corps expéditionnaire, elles disposaient d'un armement beaucoup plus meurtrier que l'armement des armées chinoises, qui, elles, étaient plus... si on devait qualifier les armées chinoises à l'époque, c'était plus des armées d'opérette, vous voyez, c'est-à-dire des armées avec des sabres, des lances, des très beaux vêtements, des chevaux, une armée d'opérette. Bon. Et nous, on est arrivé avec beaucoup moins d'hommes, mais du matériel performant, c'est-à-dire des canons, des mitrailleuses, des engins fumigènes, etc. Des armements que nous avons construits, que l'Occident a su fabriquer grâce à la poudre inventée par les Chinois. N'est-ce pas? Et donc ça, c'est la deuxième réflexion que je voulais avoir avec vous, c'est que la Chine, pendant très longtemps, jusque dans les années, jusqu'au milieu du XXe siècle, on peut dire qu'elle a inventé la quasi-totalité de ce qui a fait ensuite le développement
de l'Occident, donc les inventions chinoises, la poudre, les forages pour trouver du pétrole. Enfin, vous avez un historien anglais qui s'appelle Joseph Needham, qui était professeur à Oxford, qui a écrit 15 volumes qui s'appellent Science et civilisation en Chine, et qui fait le catalogue de toutes les inventions qui ont été faites par les Chinois et qu'ensuite les Occidentaux n'ont pas pillé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de droit de propriété intellectuelle, mais qui se sont appropriés ces inventions et qui les ont mises au service en particulier d'une volonté belliqueuse beaucoup plus importante, parce que la poudre explosive en Chine, elle servait à faire des feux d'artifice. C'était pour faire les grandes fêtes, etc. Ils avaient inventé la poudre pour les feux d'artifice, donc pour faire la fête. Bon. Et nous avons récupéré cette poudre et on en a fait les armes à feu, mais ça, c'était vers le XIVe, XVe siècle. Hein. L'une partie, on peut dire que le passage du Moyen-Âge à la Renaissance en Europe, pour partie, est lié à l'appropriation par les Européens d'inventions qui ont été faites en Chine. Alors évidemment, il y a aussi la redécouverte des grands auteurs gréco-romains, Vitruve, etc., qui ont donné ensuite lieu à la Renaissance, à Florence et à Michel-Ange, etc. Mais il y a cet aspect très important sur un plan scientifique et matériel d'appropriation d'inventions qui étaient faites par les Chinois. Et donc, en gros, vous aviez, dans les années 1860, un colosse au pied d'argile, qui était la Chine, avec une armée d'opérettes qui, effectivement, s'est effondré dès que les Occidentaux sont arrivés avec leurs méthodes un peu guerrières et leurs armes à feu. Et donc c'est comme ça que la Chine s'est retrouvée humiliée avec les fameux traités inégaux. Et cet incendie du Palais d'été, qui a été évidemment vécu comme une humiliation suprême par les empereurs, puisque c'est leur Versailles qui a été pillé et mis à sac à l'époque. Et ça explique en particulier le fait qu'aujourd'hui, dès que vous avez, puisqu'il y a beaucoup de soldats français et anglais qui ont ramené du Palais d'été un chandelier, une porcelaine qui traînait sur les commodes, etc. Et donc, dès que vous avez dans une vente aujourd'hui, dans une vente aux enchères, un objet avec un petit sceau qui indique la provenance du Palais d'été, immédiatement, vous avez le gouvernement chinois qui sollicite un riche chinois qui va se porter acquéreur. Et c'est comme ça que vous avez actuellement des objets, mettons, qui ont été retrouvés dans un grenier du côté de Montauban. Il y a le sceau d'un empereur Qing avec provenance du Palais d'été avéré, ça peut monter à 500 000, voire 1 million d'euros, parce que ça fait partie de la volonté des Chinois aujourd'hui de récupérer, enfin de laver un peu cet affront qui a été fait par les Occidentaux. Et donc, si vous voulez, mais ça revient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un sentiment anti-occidental en Chine qui est répandu dans la population, c'est avéré, c'est vrai, mais je veux dire, ça ne date pas d'aujourd'hui, vous voyez, c'est quelque chose qui est resté dans l'inconscient collectif chinois, marqué au fer rouge, que cette guerre de l'opium et cette humiliation que l'Occident a fait subir à la Chine. Et l'une des raisons de l'effondrement de l'empire chinois et de l'avènement de la République en Chine, justement, c'est lié au fait que l'Empire n'avait pas été capable, que l'Empire s'était effondré devant les assauts des armées occidentales. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important d'avoir ça présent à l'esprit. Alors maintenant, si vous voulez, une fois qu'on a établi
le contexte dans lequel s'est passée cette découverte. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce que je vous ai dit, de ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'au fond c'est un peu le but de ce petit speech que je vous fais. Et puis après, si vous avez des questions à me poser, ou si vous voulez que je réponde à certaines, si vous avez des objections, bien sûr, ça sera avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut en tirer sur ce qui se passe aujourd'hui en Chine? Et comment, si vous voulez, on est passé du colosse au pied d'argile, qui a inventé presque tout, qui s'est fait piller, qui était la population la plus nombreuse du monde, qui normalement était une superpuissance déjà à son époque, et donc qui s'est totalement effondrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que il y a eu 2 conflits mondiaux, il y a eu les 2 guerres mondiales qui sont arrivés là-dessus, et la Chine a été évidemment écornée par le conflit, même si elle n'a pas été partie prenante totalement du conflit mondial en tant que belligérant proprement dit, mais disons que la République chinoise, elle a été évidemment écornée par ça. Il y a eu le Japon, lui, qui est une puissance qui, elle, a participé au conflit, a envahi la Chine, et donc il y a eu un conflit entre la Chine et le Japon extrêmement violent. Les républicains chinois n'ont pas été en mesure de se défendre, et je dois dire, en particulier un personnage important qui est Sun Yat-sen. Vous avez sûrement entendu parler de Sun Yat-sen, qui est un personnage qui a essayé en fait d'introduire en Chine des concepts de type occidental sur un plan démocratique. Donc il s'est dit, il y a la démocratie, c'est des assemblées élues, une chambre basse, une chambre haute, etc., un état de droit, etc. On va transposer ça en Chine et l'établir. Ça n'a pas marché, parce qu'il y a eu effectivement ensuite la guerre sino-japonaise, qu'entre-temps le Parti communiste chinois, lui, a été créé après dans le prolongement de la révolution bolchevique en Russie, et justement parce qu'un certain nombre de dirigeants chinois, Deng Xiaoping, je vous en ai parlé, était venu, ou Zhou Enlai, était venu en Europe, et donc avait découvert à ce moment-là le marxisme, la révolution prolétarienne, et donc ils ont considéré qu'ils pouvaient développer ça en Chine, ce en quoi ils faisaient une analyse historique qui, à mon avis, était la bonne, parce que la Chine était à l'époque un pays totalement prolétarisé. C'était alors certes un prolétariat rural. Hein. Le génie de Mao Tse-tung, ça a été de transposer le communisme en disant c'est pas les ouvriers qui sont les avant-gardes du prolétariat, mais c'est les paysans, puisque c'était un régime, c'était une société paysanne. Bon. Mais donc une société très inégalitaire, avec une immense classe pauvre, et donc plus à même d'être un terreau fertile pour le communisme, ou pour en tout cas une idéologie radicale, beaucoup plus que Sun Yat-sen, qui lui, un peu naïvement, voulait établir un système, soit de type américain, voire en tout cas parlementaire en Chine, qui n'a pas marché. Et donc à ce moment-là, vous avez eu l'arrivée au pouvoir des communistes. Quand les communistes arrivent au pouvoir en Chine, Mao Tse-tung, après la longue marche, etc., la Chine, c'est un pays totalement dévasté, qui n'intéresse personne. C'est un peu l'équivalent d'un trou noir, vous voyez les trous noirs dans la galaxie. Donc l'Occident s'en désintéresse, parce que de toute façon, l'Occident sort de la guerre, du deuxième conflit mondial, donc il faut reconstruire, il y a le plan Marshall, il y a le rideau de fer qui se met en place contre Moscou suite à la conférence de Yalta. Donc vous avez comme ça le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. La Chine, un trou noir, parce que même si au début
le régime communiste se revendique de l'international communiste et donc a des relations avec Moscou. Très vite, il va y avoir des dissensions très importantes entre l'Union soviétique et la Chine communiste, notamment à cause des frontières, justement du côté de la Sibérie, le fleuve Amour, etc. Donc il y a un divorce idéologique entre la Chine communiste et l'URSS, et donc la Chine est un trou noir qui se développe alors sans aucun contact avec l'Occident. L'Occident considère que la Chine, à l'époque, c'est Taïwan, puisque Chiang Kai-shek, qui était soutenu par les États-Unis contre les communistes, s'est réfugié à Taïwan. Et donc, il faut attendre 1964 et le général de Gaulle pour qu'il y ait un pays occidental qui dise « Mais non, la Chine, c'est pas Taïwan, c'est pas 15 millions de Han sur une île qui sont tous des gens qui sont partis avec des valises remplies de billets et puis qui ont pillé les musées de Pékin et de Shanghai pour amener tout ça à Taïwan. La Chine, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est le régime, c'est la Chine continentale, donc à l'époque déjà 600 millions de personnes, avec effectivement Mao Tse-tung, Zhou Enlai, etc. Et donc, reconnaissance de la Chine sur le plan diplomatique par la France, et donc là, on retombe sur ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire quand même une relation spécifique entre la France et la Chine tout au long de l'histoire, que les autorités chinoises admettent parfaitement. Elles admettent parfaitement qu'il y a une relation spécifique entre la France et la Chine, même aujourd'hui. D'ailleurs, elles admirent beaucoup Napoléon. De Gaulle est considéré comme un personnage extrêmement important, etc., etc. Cité dans les livres d'histoire qui sont enseignés aux petits Chinois, etc. Et donc, ce trou noir, peu à peu, se développe dans des conditions chaotiques, parce que Mao Tse-tung est quand même un personnage qui est quand même un dictateur très imprévisible, qui lance son pays dans des aventures complètement aberrantes comme le Grand Bond en avant, décrétant dans les années 1954 que la Chine doit être absolument un pays industriel et qu'il faut que les paysans arrêtent de cultiver et qu'il faut absolument qu'ils produisent de l'acier, du charbon, etc. Et donc, immédiatement, il y a des famines parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Et donc, Mao manque de perdre le pouvoir parce qu'on le met en cause, on met en cause son autorité, et donc des complots. Ensuite, la révolution culturelle qui est lancée justement par Mao, probablement parce que la meilleure façon de ne pas être pris de court quand il y a un mouvement protestataire, c'est d'en prendre la tête. Bon, ça c'est connu. Et donc, comme ça, un développement assez chaotique jusqu'en 1989. Donc là, on passe tout de suite à ce qui s'est passé à Tiananmen. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé que la société chinoise, même si la Chine continue à être coupée du reste du monde à l'époque, dans les années 1989, la Chine n'est pas membre de l'Organisation mondiale du commerce. C'est extrêmement difficile pour les Occidentaux d'avoir des visas pour aller en Chine. Il y a assez peu de Chinois qui viennent étudier soit aux États-Unis, soit en Europe. Néanmoins, au sein de la classe intellectuelle chinoise, et en particulier dans les universités, on regarde ce qui se passe déjà en Union soviétique, avec l'effondrement de l'URSS et le mur de Berlin, et on s'aperçoit qu'en Occident, on vit quand même beaucoup mieux, et que ce qu'on avait raconté, c'est-à-dire en gros que les Occidentaux, ça valait pas tripette, etc., s'aperçoivent qu'on a un niveau de vie bien supérieur, qu'on a une liberté d'aller et de venir, etc. Et donc vous avez comme ça des mouvements qui se font jour en Chine demandant une libéralisation
de la société, plus de liberté, et c'est ces fameux mouvements qui donnent ensuite lieu à Tiananmen et à la répression très forte de ce mouvement, mais néanmoins prise de conscience des autorités qui ne peuvent pas rester dans la situation, ils ne peuvent pas laisser le pays dans la situation dans laquelle il est. Et là, vous avez un personnage qui est, je pense, encore plus important que Mao Tse-tung pour la Chine, qui est Deng Xiaoping, le petit timonier par rapport au grand timonier Mao Tse-tung. Deng Xiaoping, lui, qui a été un des partisans de la répression de Tiananmen. Un homme extrêmement intelligent et qui se dit, il faut absolument, je suis à la tête, puisqu'il était en gros le dirigeant du pays, je suis à la tête d'une cocotte minute qui va exploser, et donc il faut que je lâche du lest, et en particulier que je permette l'émergence d'une classe moyenne, donc de gens qui vont commencer à s'enrichir, alors qu'à l'époque, la propriété est interdite, on est en système communiste. Et dans un système communiste, alors que les Chinois sont un peuple commerçant. C'est quelque chose, là aussi, il faudrait expliquer pourquoi, il y a des tas de raisons, mais en tout cas, c'est une société où on fait volontiers du commerce, c'est une société où on aime manger, où on aime les plaisirs de la vie, passez-moi l'expression, la bonne bouffe, etc. Et à l'époque, en Chine, il n'y a pratiquement ni restaurant, ni commerce privé. Donc une société à qui il manque l'essentiel de ce qui a toujours été ce qu'il a fait depuis les origines. Bon. Et donc Deng Xiaoping, à ce moment-là, il autorise les gens à ouvrir un restaurant au pied de chez eux. Bon, alors immédiatement, vous avez comme ça des millions de petits restaurants qui s'ouvrent. Le droit de propriété commence à être instauré. Le commerce se développe évidemment, parce que lorsque vous commencez à lâcher les vannes dans une société où les gens aiment faire le commerce, ben ça va très vite. Hein, bon. Et donc, émergence d'une classe moyenne. Là, je la fais courte. Entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Et très vite, la Chine devient l'usine du monde. Et donc, comme les Chinois sont des gens très organisés, très industrieux, très respectueux de la loi, et donc de la loi quelle qu'elle soit, donc la loi de l'entreprise, on leur dit il faut faire comme ça, ils font comme ça. Donc les usines se développent et petit à petit, la Chine entre de plein pied dans la mondialisation, toujours en gardant son système communiste, mais devenant, sur un plan idéologique, restant communiste, avec un seul parti communiste, le même régime qu'en 1949, donc exactement les mêmes institutions, mais une société de capitalistes qui se développe avec des grandes entreprises qui rentrent en bourse, etc. Bon. Et donc une ouverture du pays à la mondialisation. Et donc les Chinois commencent à voyager partout. Les Occidentaux commencent à investir en Chine dans tous les secteurs. Et donc la Chine est comme ça, le trou noir est devenu un géant économique, fournisseur de l'Occident d'un tas de produits que nous ne fabriquons plus parce que les gens chez nous n'ont pas envie de les faire, soit le coût du travail est trop élevé, il est beaucoup moins élevé en Chine, et donc c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Bon. Et ça se développe tous azimuts, avec énormément d'excès, parce que ça donne lieu à une corruption très importante en Chine, parce qu'il faut bien voir que lorsque vous passez en quelques années d'un système communiste à un système hypercapitaliste, nous, pour passer de la société paysanne à la société d'aujourd'hui, on a mis plusieurs siècles. Donc ça a été, on a eu le temps de s'habituer. Lorsque vous passez directement d'un système où il n'y a pas de propriété privée à un système où tout est permis, où l'argent circule, etc.,
bon, ben forcément, il y a la corruption s'installe. Et donc, vous avez des dirigeants qui s'enrichissent. Vous avez des scandales qui commencent à se développer, mais à la limite, en Chine, c'est un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire lorsque un Chinois voit quelqu'un qui a une très grosse voiture, une très grosse maison, il ne va pas dire « Ouh là là, c'est un voleur, il a pris l'argent, etc. » Il va dire « Ah bah, comment il a fait? Moi, j'aimerais bien que mon enfant ait une voiture encore plus belle et qu'il puisse avoir une maison encore plus belle, donc je veux lui payer les études et je vais faire en sorte, etc. etc. » Bon. Mais disons que ça avait atteint un tel degré et s'était monté à un tel niveau qu'à ce moment-là, en 2012, arrive au pouvoir quelqu'un dont personne ne soupçonnait le rôle qu'il allait jouer, qui s'appelle Xi Jinping. Alors Xi Jinping, c'est un homme qui est un fils de prince rouge, hein, donc de la génération de Deng Xiaoping et Mao, donc, dont le père était un haut dirigeant, qui a fait les frais, comme la plupart des dirigeants à l'époque, de la révolution culturelle. Donc c'était des gens qui étaient des ministres ou qui avaient rang de ministre et puis à qui tout d'un coup on a dit bon ben maintenant tu vas aller balayer la cour et puis nettoyer on va t'envoyer à l'abattoir numéro 35 et puis tu vas nettoyer les viscères des cochons et puis terminer. Et donc le père de Xi Jinping a fait partie des gens qui étaient bannis par le régime. Et lui-même, Xi Jinping, s'est retrouvé comme ça, isolé, alors qu'il pensait être il commençait des études d'ingénieur, il pensait développer faire une belle carrière classique, et il se retrouve comme ça, isolé dans une province, dans des conditions très spartiates, etc. Et à ce moment-là, on peut penser que il s'est dit, moi en tout cas c'est ce que je pense, il s'est dit, moi quand je serai, il m'arrivera plus jamais ça, et donc je veux plus jamais être le gars qui, une fois qu'il est en haut, va faire l'objet d'une purge ou autre. Et donc cet homme arrive au pouvoir en 2012, et de manière implacable, il met en place une lutte contre la corruption. Donc il détecte que autour de lui, il y a des dirigeants de très haut niveau qui sont corrompus, ou dont la famille est corrompue, ou la femme, etc., est corrompue. Et donc il lance cette campagne anticorruption sélective, parce que tout le monde n'est pas envoyé au trou. Bon, on envoie au trou ceux qui sont les plus dangereux, bien sûr, ceux qui gênent le plus, etc., mais qui ont des choses à se reprocher. Vous voyez, qui ont des choses à se reprocher. Et c'est comme ça qu'il fait le ménage autour de lui. Et que, à mon avis, il fait à la fois le ménage. Donc il envoie en prison ceux qui étaient susceptibles de lui faire de l'ombre, mais je dirais il les envoie en prison pour des bonnes raisons. Il les envoie en prison parce qu'ils avaient pris de l'argent et des sommes énormes. Bon. Et par contre, il laisse en place des gens qui, eux, sont corrompus, qui savent que Xi Jinping et son système le sait, et donc qui sont au garde à vous, parce qu'ils savent très bien que d'un jour à l'autre, la police peut taper à la porte et puis ils peuvent disparaître de la circulation. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, en Chine, on en est, si on doit résumer la situation, vous avez un homme qui a pris l'ensemble, qui a réussi à prendre le contrôle du système, qui s'appelle Xi Jinping, qu'il a pris à cause ou grâce à la corruption. Parce que s'il y avait uniquement les incorruptibles, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Voyez. Donc il a profité du fait qu'il y ait des corrupteurs et des corrompus pour mettre la main sur le système,
en éliminant petit à petit justement tous les gens qui pouvaient lui faire de l'ombre. Et aujourd'hui, alors même si c'est extrêmement opaque, hein, parce que c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe en Chine, en tout cas dans le secret, dans le sein des saints, mais moi ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que j'ai eu l'occasion justement dans ma vie de voir de près ces dirigeants, en particulier, vous savez, en Chine, il y a ce qu'on appelle le comité permanent du bureau politique du Parti communiste. Et donc c'est vraiment les 7 membres du comité permanent, c'est l'équipe dirigeante du pays. Et parmi les 7, il y a le président chinois. Il y a donc Xi Jinping et avant lui Hu Jintao et Jiang Zemin qui viennent de décéder. Et donc, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit les 7 qui viennent d'être élus par le Congrès, là, il y a quelques semaines, on a vraiment l'impression de voir des clones de Xi Jinping. D'abord, il n'y a pas une femme. Ils sont tous habillés en noir avec... ils ont le même... on a vraiment le sentiment physique que ce sont des gens qui sont totalement à la solde de Xi Jinping. C'est-à-dire que s'il doit y avoir un jour une révolution de palais, elle ne viendra pas des 7. Voyez, il faudra que ça vienne en dessous, parce que l'équipe dirigeante, à mon avis, est totalement homogène et totalement sur le même schéma idéologique que Xi Jinping. Alors maintenant, quel est le schéma idéologique? Qu'est-ce que dit Xi Jinping? Qu'est-ce qu'écrit Xi Jinping? Xi Jinping, si je la fais courte, considère en gros que la société chinoise aujourd'hui, avec justement son niveau de vie, la façon dont elle s'est développée, etc., en gros, il est persuadé qu'elle court à sa perte. Elle court à sa perte parce que les gens consomment, achètent des choses inutiles, se vautrent dans le luxe, etc. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de vision janséniste, considérant que c'est l'Occident qui a introduit toutes ces choses perverses dans la société. Et donc, il faut assainir. Alors, évidemment, ça, c'est le discours, parce que le problème, c'est que la classe moyenne chinoise, qui, elle, aime se vautrer dans la consommation, rêve d'avoir des grosses voitures, veut continuer à s'acheter les sacs Hermès, les bijoux, machin, etc., c'est entre 300 et 400 millions de personnes. Hein. Donc, vous voyez, il s'attaque quand même à quelque chose d'énorme. Bon. Là-dessus est arrivé le Covid. Alors, le Covid, ce qu'on peut penser, c'est que effectivement, c'est parti de Chine. Bon. Alors, est-ce que c'est parti parce que une chauve-souris a contaminé une belette ou je ne sais pas quoi au marché de Wuhan et qu'ensuite un être humain est allé là-dedans et s'est laissé contaminer? Ou est-ce que une expérience de laboratoire de virus de chauve-souris dans des laboratoires, pour la bonne cause, hein, pour trouver, parce que c'est la recherche, hein, bon, pour trouver justement comment fonctionnent ces virus extraordinaires de la chauve-souris. Donc les expériences ont été faites dans un laboratoire qui n'était pas forcément le fameux laboratoire P4 construit grâce à la France à Wuhan, sur le modèle du P4 de Lyon, donc de système de Charles Mérieux, qui est quand même quelque chose de très très sécure sur le plan de la sécurité, etc. Est-ce qu'une expérience n'a pas été menée dans un laboratoire P3, donc un laboratoire qui n'était pas forcément fait pour des manipulations de ce type, et qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est sorti porteur du virus sans s'en rendre compte, hein, bien sûr, et que ça s'est développé comme ça. Moi, je pense que les Chinois le savent ce qui s'est passé, mais bien sûr, ils ne le diront jamais. Et de toute façon, c'est pas de leur faute. Hein. On va pas dire c'est un Chinois qui a voulu faire en sorte que le Covid se répande sur la planète. Mais en tout cas, c'est parti de Chine, et je pense que les autorités chinoises ont une idée à peu près précise de la façon dont ça s'est passé.
Et à partir de là, évidemment, panique à bord, comme partout. Donc un virus inconnu arrive dans un pays où, ne l'oublions pas, alors là je reviens à l'histoire, un empereur en Chine, ça reçoit le mandat du ciel. Donc l'empereur chinois, il reçoit le mandat du ciel, et donc c'est le ciel qui demande à l'empereur chinois de diriger le pays et de protéger la population. D'accord ? Il y a un certain nombre de dynasties qui sont tombées et d'empereurs qui ont été renversés parce qu'on considérait que le mandat du ciel leur avait été retiré par le ciel. D'accord ? Et quel était le signe de ce retrait du mandat? C'est par exemple un tremblement de terre, une famine, une inondation géante du fleuve du Yangtze qui fait 100 000 morts, etc. Et à ce moment-là, on dit, tiens, le ciel a retiré le mandat à cet empereur, boum, allez, on le sort et on le décapite. Bon. Donc vous imaginez bien que lorsque le Covid est sorti, Xi Jinping et les 7 qui sont autour de lui se sont dit, oulala, il faut absolument stopper immédiatement ce virus, et donc on va faire ce que nous avons fait nous en Occident au début, des isolations, des confinements, etc. Et donc ils ont confiné la ville de Wuhan immédiatement, et comme ils ont confiné Wuhan, qui est vraiment l'endroit d'où c'est parti, de manière étanche, eh ben, au début de l'épidémie, finalement, ça a été confiné à Wuhan. Comme en plus, on ne sait pas exactement, puisque les chiffres n'ont jamais sont jamais transparents, on ne sait pas exactement combien il y a eu de morts à Wuhan, mais ils ont confiné de manière étanche Wuhan, et ça, ils savent faire, parce que c'est un pays, c'est une société totalitaire. Il y a la surveillance électronique avec la reconnaissance faciale, et donc les gens ont été confinés, et le virus a été contenu à Wuhan. Le problème, c'est que à partir de... le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ça, l'équipe dirigeante chinoise est restée figée sur cette position, donc zéro Covid, pour des raisons idéologiques et toujours cette méfiance par rapport à l'Occident, ce ressentiment, le fait de vouloir dire à la population « faites attention à l'Occident », ils n'ont pas voulu des vaccins ARN messager, et ils se sont contentés du vaccin chinois qui n'est pas bon, et donc qui ne confère pas une immunité, et donc ils ont été très rapidement obligés de continuer cette politique zéro Covid en se disant, c'est là à mon avis ils ont fait une très très grave erreur d'appréciation, en se disant finalement on va confiner là, ici et là, et puis en gros on va passer entre les gouttes. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne passent pas entre les gouttes, qu'à force de confiner de manière brutale, la classe moyenne, les 300 ou 400 millions de personnes qui rêvent de grosses bagnoles, etc., donc qui ne veulent absolument pas entendre parler du discours de Xi Jinping, eux, ils commencent à trouver que ça fait beaucoup et que ça devient insupportable parce qu'ils ne peuvent plus voyager, parce qu'ils ne peuvent plus aller au restaurant, etc. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout pour des raisons idéologiques. Hein. Ce n'est pas des gens qui veulent, qui sont pour un autre parti, etc. C'est qu'ils considèrent aujourd'hui que le système dans lequel ils sont ne sont pas satisfaits de la façon dont ils vivent. Donc c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus grave et beaucoup plus profond. Et comme en plus, à cause de cette fermeture liée au Covid, et je pense d'une incapacité de Xi Jinping à comprendre réellement les mécanismes économiques. Moi je pense que c'est un homme, un pur politique, et qui s'imagine que tout est politique et que tout peut être réglé par la politique. Il n'a pas pris conscience du fait qu'il est à la tête d'un pays qui est un énorme système économique privé, avec un développement économique qui est
pour partie basée sur l'immobilier. Et donc c'est l'immobilier qui a été le poumon économique de la Chine, parce que justement ces 300 ou 400 millions de personnes qui veulent consommer, eh ben, elles achètent des appartements, elles s'endettent pour acheter les appartements, et évidemment elles ne vont pas accepter que leur appartement diminue de valeur alors qu'elles n'ont pas fini de le payer, et pire, ceux qui ont acheté les appartements sur plan aujourd'hui et qui ont payé, mettons, 10 ou 20% du prix de l'appartement, et dont le promoteur immobilier a fait faillite, parce que tout ça, évidemment, s'enchaîne, eh ben, ils se retrouvent aujourd'hui ruinés. Et donc, le pouvoir chinois, il a à la fois, aujourd'hui, M. Xi Jinping, il a devant lui les problèmes de l'épidémie Covid, et là, vous avez vu qu'il est en train de lâcher un peu du lest, mais le risque, c'est que, comme il lâche du lest, il y a une flambée épidémique, et comme les gens sont peu vaccinés, en particulier les personnes âgées peu vaccinées, il va se retrouver certainement dans quelques mois avec des dizaines de milliers de personnes âgées qui vont décéder à cause du Covid, avec des hôpitaux qui ne vont pas pouvoir faire face. Et donc ça, si vous voulez, normalement, c'est inscrit dans les faits, parce que le virus, lui, il n'écoute pas M. Xi Jinping. Hein. Bon, le virus Omicron, il se développe. Hein. Bon. Et il se développe d'autant plus qu'il n'y a pas d'immunité collective en Chine à cause de Xi Jinping et de son équipe. Bon. Et à côté de ça, vous avez une économie en panne, gravement, parce que, justement, l'immobilier s'est cassé la figure, parce que les échanges avec l'Occident sont beaucoup plus compliqués, parce qu'entre-temps, Trump est arrivé au pouvoir en 2016 et a décrété en gros que l'ennemi numéro 1 des États-Unis, c'était la Chine, et que la Chine, elle, du coup, comme ils n'ont jamais aimé les Américains, eh ben, ils considèrent aussi que les États-Unis sont leur grand ennemi. Et donc aujourd'hui, moi je dirais, les dirigeants chinois, ils sont, passez-moi l'expression, dans la panade la plus totale. Et je vois difficilement, si vous voulez, cette équipe continuer à pouvoir diriger le pays tel qu'il est, vu les défis incommensurables qui sont devant eux, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Et je conclurai là, et ensuite, parce que j'ai parlé un peu trop longtemps sans doute, il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes Chinois, la génération 20-30 ans, instruits, donc qui ont un niveau intellectuel important, eux, ils disent, le grand slogan, c'est « Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la planche ». La planche, c'est sur l'eau, on flotte, on attend, on flotte et on ne bouge pas. Donc, ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie, si vous voulez, de rentrer dans ce système, parce qu'ils voient que leurs parents se sont usés, ont travaillé comme des malades pour acheter un appartement qui vaut moins, que le système est en train de se bloquer, il y a un chômage pour les jeunes extrêmement important, donc ils font la planche. Les jeunes couples aujourd'hui qui se marient ne font pas d'enfants, au grand désespoir de Xi Jinping, parce que sa société, à cause de l'enfant unique, c'est du tout ou rien. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un nombre de départs à la retraite, je ne sais plus combien par an, mais enfin qui explose en Chine. Et donc il va falloir quand même financer. Et puis ensuite, vous avez ce problème d'isolement de la Chine par rapport au reste du monde, à cause un peu de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, etc. Et donc, si vous voulez, je pense que, alors que moi, je le regrette beaucoup parce que j'ai un très grand attachement pour les Chinois, pour le peuple chinois. Hein. Je trouve que ce sont des gens quand même qui ont une joie de vivre, un côté positif qui est quand même assez extraordinaire quand on pense que c'est des gens dont les grands-parents étaient très pauvres et les arrière-grands-parents ont connu la famine. Hein, vous voyez, donc des gens quand je vais en Chine, c'est toujours assez émouvant de voir quand même comment une société est arrivée à se développer comme ça. Et justement,
ce respect profond pour les personnes âgées, tout pour les enfants. Enfin, c'est quelque chose de très émouvant et très attachant. Et quand on pense aujourd'hui à la façon dont les choses se développent, je dirais, ça fait de la peine, on est inquiet, et on se dit qu'il faudrait absolument que les dirigeants chinois s'ouvrent un peu les yeux et les oreilles. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'ils ne soient pas déjà allés trop loin et qu'un retour en arrière soit extrêmement difficile pour l'équipe en place. Donc, je dirais, grand point d'interrogation et malheureusement, probablement, grande difficulté pour ce pays dans les années à venir. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas nous-mêmes, dans nos sociétés, des difficultés. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, je répondrai à des questions s'il y en a. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Par rapport à ce que vous venez de dire, l'Occident n'est pas justement en train d'essayer de tendre la main aux Chinois et de les influencer dans ce sens pour qu'ils négocient avec les Russes et arrêter cette guerre. Donc est-ce que ce n'est pas une main tendue vers les Chinois ? Si vous voulez, je pense que tel que c'est parti aujourd'hui, l'Occident... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois, pour un Chinois, l'Occident, c'est les États-Unis. Voyez, bon, parce que l'Europe n'a pas réussi, et ça, on peut le regretter, elle n'a pas réussi à s'ériger en puissance autonome, voyez, par rapport à la puissance américaine. Et d'ailleurs, on le voit quand même actuellement dans la guerre en Ukraine. Ceux qui sont en pôle position, c'est les États-Unis. Hein. Bon, nous, on fournit des bricoles par rapport à ce que font les Américains. Et donc, je ne vois pas aujourd'hui Xi Jinping faire pression sur Poutine, alors qu'il pourrait. Hein. Si Xi Jinping appelle Poutine en disant « Maintenant, tu arrêtes, en gros, tu arrêtes tes conneries, ça suffit, machin », Poutine, il va à la niche, hein, immédiatement. Mais Xi Jinping ne le fera pas parce que c'est pas son intérêt aujourd'hui de faire plaisir à M. Biden. Hein. Donc, lui, il a plutôt intérêt à ce que M. Biden continue à fournir des armes et à être focalisé dans ce conflit qui est un conflit entre la Russie et qui devient un conflit entre la Russie et les États-Unis par la pauvre Ukraine servant un peu de balle de ping-pong entre les deux, en sachant que la principale victime collatérale de tout ce bazar, c'est l'Europe. Hein, bon. Parce que c'est vrai que nous, on le paye cher au niveau du prix du gaz et du prix de l'électricité. Hein. Mais je ne vois pas, si vous voulez, je vois pas les choses se passer comme ça, en tout cas pour l'instant. Hein. C'est pas son intérêt, vous voyez, donc c'est pas son intérêt. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il soutient Poutine. Hein. C'est pas... Moi, je pense qu'ils assistent, ils sont au balcon et ils regardent ce qui se passe. Hein. Et les relations entre Poutine et Xi Jinping, en tout cas entre la Russie et la Chine, n'ont jamais été, je vous l'ai dit, des relations... Il n'y a jamais eu la moindre connivence entre les deux régimes, y compris du temps de l'URSS, hein, je vous l'ai dit. Puisqu'il y a toujours eu... Staline considérait Mao comme un paysan attardé, etc., un usurpateur du communisme, puisqu'il se considérait comme le pays communiste et que tous les autres devaient être des pays satellites. La Chine n'a jamais été un pays satellite de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, le problème de la Russie, c'est un problème démographique encore bien pire que la Chine. Hein. La Russie est un petit pays sur le plan du produit intérieur brut, puisque c'est l'équivalent de l'Espagne, une population vieillissante. En plus, une partie de leur jeunesse se fait
trucidés en Ukraine. Et je vous dis, moi je fais le pari que dans 30 ans, la Sibérie sera une colonie chinoise sans que la Chine ait besoin d'intervenir, puisque vous avez déjà énormément de Chinois, des millions de Chinois qui travaillent en Sibérie, ou même d'ailleurs ou des Mongols de la Mongolie intérieure qui vont dans les maisons de retraite en Sibérie, parce que les personnes âgées russes, il n'y a plus de jeunes russes pour s'occuper des personnes âgées russes, donc c'est les Chinois qui vont dans les maisons de retraite pour s'occuper des personnes âgées en Sibérie. De même qu'au Japon, dans les maisons de retraite du Japon, maintenant, la moitié des aides-soignants ou soignantes sont des Chinoises. Vous voyez, donc c'est... Pas d'autres questions ? Eh bien, il me reste à vous remercier pour votre attention. Ah, oui. Oui, alors, si vous voulez. Oui. Donc, voilà. Alors, la Chine et Taïwan. Bon, pour les Chinois, Taïwan, c'est Coblence. C'était Coblence pour les Français à la Révolution française. C'est-à-dire, c'est là où tous les nobles français sont partis lorsqu'il y avait la Révolution. Bon, donc, pour le régime communiste, Taïwan fait partie de la Chine et est un territoire qui a été rejoint par les élites, par la grande bourgeoisie qui n'a pas voulu, disons, que les communistes considèrent comme des gens qui n'étaient pas assez patriotes pour rester et se mettre au service du communisme. Donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute de leur part sur le fait que Taïwan est chinois, donc c'est une province de Chine, mais que, pour des raisons historiques, de circonstances, notamment suite à ce qui s'est passé avec Chiang Kai-shek et l'intervention des États-Unis, c'est un territoire donc qui, pour l'instant, qu'ils ne peuvent pas annexer par la force. Ça, c'est le discours. Je dirais que il y a deux choses qu'il faut prendre en compte par rapport à ce que je viens de dire. C'est d'une part le fait que depuis une dizaine d'années, la Chine s'est dotée d'une armée et en particulier d'une marine très importante et qui a un effort de dépenses militaires considérable fait par le gouvernement chinois, qui jusqu'à dans les années 2005-2010 n'avait absolument pas les moyens d'intervenir à l'extérieur et surtout pas d'envahir Taïwan par la mer ou de mener un raid aérien contre Taïwan. Aujourd'hui, effectivement, le gouvernement chinois se dote des moyens d'arriver à ses fins sur un plan militaire. Ça ne veut pas dire qu'il va décider d'appuyer sur le bouton et de lancer une offensive contre Taïwan. À partir de là, il y a deux autres éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est un, l'attitude des États-Unis par rapport à ça. Alors vous savez que les États-Unis ont reconnu diplomatiquement la Chine populaire. Donc avant, ils avaient reconnu Taïwan, ils n'ont plus reconnu Taïwan. Néanmoins, ils ont passé un accord, un traité avec Taïwan qui, non pas qui s'engage à protéger Taïwan en cas d'invasion, jamais ils ne l'ont écrit, ni dit d'ailleurs, mais ils fournissent des armes, ils ont un accord de fourniture d'armement et de formation des armées de Taïwan qui est spécifié dans un document. Et vous remarquerez que Biden est toujours extrêmement prudent quand on lui dit « mais qu'est-ce qui se passerait si la Chine envahit Taïwan ?» Il ne dit pas « on riposterait » ou « on considérerait que c'est une agression », etc. Il reste beaucoup plus dans le flou. Et le deuxième élément très important, c'est la politique intérieure de Taïwan.
Parce que Taïwan a été très longtemps dirigé par le Kuomintang qui était justement le parti créé à l'époque de Sun Yat-sen, qui était en gros un parti, le parti d'origine, un important parti sous la révolution, sous la République chinoise. Et le Kuomintang, lorsque Chiang Kai-shek, qui était un dictateur, est mort, le Kuomintang est devenu le parti majoritaire à Taïwan, et petit à petit, ce parti s'est orienté vers une normalisation des relations entre Taïwan et le continent. Pendant des décennies, par exemple, vous ne pouviez pas aller en avion de Taïwan à Pékin, ou de Taipei à Pékin, ou de Taipei à Shanghai. Il fallait passer soit par la Corée, soit par Hong Kong. Enfin, c'était compliqué. Les relations aériennes ont été, grâce au Kuomintang, ont été développées. Taïwan a énormément, ça c'était dans les années 2000, à partir des années 2000, il y a eu des relations économiques très puissantes qui se sont développées entre le continent et Taïwan. Les industries taïwanaises se sont implantées en Chine continentale pour des raisons de coût de main-d'œuvre. Et par exemple, vous avez le plus grand fabricant de puces électroniques, qui est taïwanais au monde, qui a d'énormes usines de composants électroniques en Chine continentale. Donc, bon, les sous-traitants, ceux qui fabriquent Apple, pareil, qui sont des Taïwanais, ils ont des usines en Chine continentale. Et donc, vous avez eu un développement qui, à un moment donné, jusque dans les années 2000, dans les années 2010, a pu laisser croire que finalement, il y avait que l'économie allait faire que Taïwan allait rejoindre le régime chinois presque comme ça, de manière naturelle. Là-dessus est intervenu un changement politique en Chine avec l'arrivée au pouvoir d'un autre parti qui, lui, était un parti beaucoup plus méfiant par rapport au continent, et notamment qui est celui de la présidente de la République de Taïwan, qui a été élu sur justement un refus absolu d'intégrer le régime chinois continental. Et comme entre-temps, les Taïwanais ont vu ce que le régime continental faisait à Hong Kong, Hong Kong, c'était quand même, quand la Chine a récupéré Hong Kong, à la fin du XXe siècle, le grand slogan c'était « un pays, deux systèmes ». Donc les dirigeants chinois avaient assuré la population de Hong Kong qu'il y aurait le régime de Hong Kong resterait tel qu'il est, même si Hong Kong était intégré à la Chine continentale. On a vu ce qu'il en était. Donc Hong Kong s'est fait grignoter petit à petit par les autorités chinoises continentales. Les libertés ont été supprimées. Là aussi, M. Xi Jinping a commis une grave erreur en allant beaucoup trop loin dans sa mainmise sur Hong Kong. C'est qu'il avait à portée de main, grâce à Hong Kong, une place financière de premier rang qu'il est en train de perdre parce que toutes les banques partent vers Singapour. Donc Hong Kong, finalement, va perdre tout intérêt pour la Chine continentale. Alors effectivement, il se dit que les autorités chinoises disent mais la bourse de Shenzhen ou la bourse de Shanghai, ça va suppléer ce qui se passe à Hong Kong. Mais pas du tout, parce qu'à partir du moment où vous avez des capitaux et des investisseurs et des banques qui quittent Hong Kong pour aller à Singapour et pas pour aller à Shanghai ou à Shenzhen, c'est évident que c'est un atout qui vous échappe. Mais c'est là où on voit, si vous voulez, le manque de clairvoyance économique des équipes actuellement en place en Chine. Je pense qu'il leur manque vraiment une case. Bon. Et en voyant effectivement ce qui s'est passé à Hong Kong, les Taïwanais n'ont aucune envie maintenant d'être intégrés à la Chine parce qu'ils se disent si on met un doigt là-dedans, c'est terminé. Bon. Néanmoins, il y a 15 jours,
il y a eu des élections municipales à Taïwan, je ne sais pas si vous avez vu ça, si vous avez suivi, eh bien le Kuomintang est redevenu, a repris du pouvoir, et la présidente, le parti de la présidente a été sévèrement battu au point qu'elle a quitté la présidence du Parti libéral taïwanais. Et donc, moi je n'exclus pas, si vous voulez, qu'une partie de la population de Taïwan se dit, et donc avec le Kuomintang, se disent tout compte fait, pourquoi, au lieu de rester figé dans une position d'hostilité à l'égard du continent, avec le risque qu'un jour ou l'autre, il y ait des avions qui nous envoient des bombes et que M. Xi Jinping nous bombarde et veuille rentrer par la force, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt, alors c'est sûr que ce n'est pas glorieux comme raisonnement, hein, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à faire profil bas, à finalement accepter d'intégrer le giron chinois, parce que finalement, est-ce que vraiment la démocratie, c'est quelque chose à quoi on est très attaché ou pas? Autant les jeunes Taïwanais, les jeunes intellectuels, la jeunesse taïwanaise étudiante de haut niveau intellectuel n'a aucune envie d'être intégrée à la Chine. La classe moyenne taïwanaise, à mon avis, c'est beaucoup plus discutable. Hein. Donc je dirais là, à voir comment les choses évolueront. Parce que n'oublions pas quand même que ce soit Taïwan ou Singapour ou la Corée du Sud, je ne parle pas de la Corée du Nord, ou le Japon, ce sont des sociétés confucéennes, hein, des sociétés qui ont l'idéologie confucéenne. Et l'idéologie confucéenne, c'est quoi? C'est le respect de l'ordre établi, le respect de l'ancien, le respect des traditions. Et donc ce sont des sociétés où règne une immense discipline. Hein. Donc une société confucéenne qui adopte un régime démocratique, entre guillemets, comme c'est le cas de la Corée du Sud et du Japon, on ne peut pas dire que ce sont des démocraties de type occidental. Hein, parce que la démocratie occidentale, elle ne s'applique pas à des sociétés confucéennes. Nous ne sommes pas une société confucéenne du tout, contrairement aux pays asiatiques. Hein. Donc vous voyez, il faut toujours voir, vous avez des schémas politiques, la démocratie, qui sont des schémas de type occidental. Hein. Bon, mais si vous plaquez ça sur une société confucéenne, ça évidemment, vous n'aboutissez absolument pas au même résultat. C'est un peu comme quand M. Bush s'imaginait donner la démocratie à l'Irak en allant bombarder l'Irak, en pillant le pétrole de l'Irak et ensuite en installant des bureaux de vote par l'armée américaine et en demandant aux Irakiens d'aller mettre des bulletins qu'on leur distribuait. C'est pas forcément la démocratie. Donc vous voyez, il faut toujours, lorsqu'on analyse ce qui se passe sur la planète, se dire que nous avons un point de vue occidental qui est le nôtre, mais que les autres, dans les autres pays, ont un point de vue qui n'est pas un point de vue occidental, ce qui est tout à fait leur droit, puisqu'ils ne sont pas des occidentaux. Vous voyez, donc voilà. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas pour les valeurs démocratiques. Hein. Bien entendu. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Je rappelle que